Bureaux locaux, le MAG. Nous allons parler de l'aménagement de l'espace de travail et plus concrètement, on va essayer de donner des conseils pratiques pour un aménagement réussi et on va se mettre dans la situation d'une entreprise de 30 salariés dans l'univers des services. Bureaux locaux, le MAG, invité du jour. Alors merci à nous inviter 3 grands professionnels de l'immobilier d'entreprise. Donc Idir Alouache, vous êtes le directeur général délégué de Isoffice, entreprise d'aménagement spécialisée dans les espaces tertiaires. Et vous intervenez à Paris et à 2 heures de Paris. C'est une PME de 25 personnes. Donc Anne Pamen, merci d'être là. Anne, vous travaillez pour Colliers International et vous vous occupez en fait de conseils en aménagement de l'espace de travail. C'est un groupe de 17 000 personnes. Et vous êtes 260 en France. Et très heureuse également d'avoir Adrien Portolo de Knight Frank, qui est le directeur du département Espace de Travail. Alors, merci à tous. Donc, on se met donc dans la situation d'une entreprise de 30 salariés, parce qu'évidemment, si j'aménage des espaces pour 2000 personnes ou pour 10 personnes, ce n'est pas pareil. Alors, première question que je vous pose. Combien de mètres carrés je dois prévoir par personne? Puisqu'on sait que dans certains espaces de coworking, on a 4-5 mètres carrés et quand je suis un cabinet d'avocat, une quinzaine de mètres carrés. Alors, la moyenne, c'est quoi? Je commence par vous, Adrien Portolo de Knight Frank. C'est quoi les ratios? C'est quoi les ratios qui sont habituellement utilisés? Et qu'est-ce que vous conseillez? Alors, pour l'activité de service, généralement, on constate des ratios de l'ordre de 10 à 12 mètres carrés. Bien entendu, ça ne correspond pas à la surface dont les collaborateurs disposent immédiatement à proximité de leur poste. Ça inclut tous les espaces supports, comme les salles de réunion, les espaces informels, cafétéria, les circulations. C'est un ratio moyen, mais la tendance générale est sur 10 à 12 mètres carrés par personne. Bien entendu, ça varie en fonction des organisations de travail, selon qu'on est sur du poste attribué ou du flex. Alors aujourd'hui, dans certains espaces de coworking, on est plutôt à 6 mètres carrés, la réalité, entre 6 et 8 mètres carrés. Concrètement, évidemment, chaque mètre carré, c'est un coût de loyer. Je peux bien vivre, à votre sentiment, Anne de Colliers, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux bien vivre jusqu'à quelle surface minimale? Est-ce qu'avec 4 mètres carrés par personne, ou 5 mètres carrés, je peux arriver à combiner des espaces partagés, des bureaux privés, cette moyenne-là ou pas? Quand vous regardez de près les espaces de coworking, la surface que vous venez de citer est en fait supplémentée par des lieux communs qui sont partagés, par une grande cuisine partagée, on a généralement davantage en réalité. Je pense qu'on est assez proche des ratios qui viennent d'être cités. C'est juste réparti un peu différemment. Et d'ailleurs, selon l'entreprise dans laquelle on est, on va aussi avoir une répartition un peu différente. Dans certains cas, dans une start-up, on va plutôt être dans quelque chose qui va beaucoup ressembler à un coworking parfois, alors qu'effectivement, dans un cabinet d'avocats, on va avoir une surface qui va être répartie autrement avec davantage de bureaux individuels. Mais je suis assez d'accord avec les ratios qui viennent d'être cités. Et pour moi, il ne faut pas descendre sous cette surface-là, ne serait-ce que pour des raisons d'ergonomie, d'acoustique. On peut faire tout ce qu'on veut en termes d'acoustique, mais à un moment donné, une distance élémentaire entre personnes est quand même ce qui va encore le mieux garantir la faculté de pouvoir se concentrer. Et ça, c'est aussi la performance de l'entreprise, sa rentabilité. Donc, ça joue dans l'équation financière de l'entreprise. Donc, 10 mètres carrés par personne. Si nous sommes 30, en dessous de 300 mètres carrés, c'est difficile. Donc 10 mètres carrés. Autre question, qui est une question qui revient tout le temps. Répartition open space, bureau privatif. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, Idir Alouache d'Isoffice? C'est quoi la tendance? Parce qu'à un moment, on disait c'est du tout open space, plus de bureaux privatifs. C'est quoi votre conseil là-dessus? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur le terrain sur cette répartition pour un aménagement harmonieux et efficace? Alors, surtout d'après notre expérience et les différents aménagements qu'on a pu réaliser, aujourd'hui, on constate on peut partir sur un 70% open space, 30% bureau fermé. Quand j'entends bureau fermé, on est surtout sur de la direction, comptabilité RH et quelques salles de réunion. Mais on sent qu'il y a quand même une tendance qui s'est quand même stoppée. On ne va pas évoluer, je pense pas. Alors, je ne sais pas si mes collègues
confrères me contrediront là-dessus, mais je pense qu'on a quelque chose d'assez équivalent depuis quelques temps. Moi, je constate à minima 60, on va dire 70. Et pour répondre, oui, c'est à peu près les ratios, si je puis dire. 70-30, vous êtes d'accord avec ça ou Alors, parce que, je le confirme effectivement. Mais Adrien de chez Knight Frank, on observe quelques exceptions, comme des entreprises qui, dans leur philosophie, leur culture, souhaitent volontairement mettre l'intégralité des collaborateurs, y compris la direction, sur un pied d'égalité, et qui s'attachent à n'avoir aucun bureau fermé et qui gèrent les questions de confidentialité, que ce soit pour les échanges humains dans des salles de réunion ou pour tout ce qui va être documentaire et affichage sur des ordinateurs dans des zones bien spécifiques avec des rangements sécurisés. Mais à quelques exceptions près, effectivement, les ratios indiqués correspondent à ce qu'on peut constater. Est-ce que je peux ajouter à ça que je pense que la question est moins espace ouvert, bureau privatif, que espace ouvert et espace fermé. Ouais. En fait, des espaces fermés, il en faut dans l'entreprise. Plus on a d'open space, plus il faut d'espaces fermés pour qu'un collaborateur puisse se mettre à l'écart pour un coup de fil confidentiel, pour un échange de même nature. Et donc, je confirme que les 30% de bureaux, de locaux fermés et 70% d'espaces ouverts me semblent favorable à l'activité humaine, on va dire. Mais pour autant, est-ce que ces espaces fermés sont des bureaux privatifs ? Ça, c'est pas certain. Alors, parce que c'est quoi, quand on n'y est pas, ouais. Pourquoi cet espace ne serait pas une salle de réunion qu'un grand patron qui est souvent à l'extérieur utilise quand il est là et qu'il laisse en espace de réunion quand il n'y est pas. Ça, c'est le cas le plus simple. Et puis parfois, ça va plus loin et l'approche est encore plus flexible. Alors justement, l'abandon du bureau privatif, c'est vraiment une tendance avec aujourd'hui lourde du patron qui se met au milieu avec ses salariés et des espaces fermés qui sont plutôt des salles de réunion ou des espaces de détente où on va ou alors des cabines téléphoniques. C'est vraiment quelque chose que vous voyez, Adrien ? Alors je vais prendre l'exemple d'un client aménagé très récemment où de façon trimestrielle, l'emplacement des collaborateurs est tiré au sort. On peut se retrouver aussi bien aux côtés du directeur général que de la personne des services généraux. Et le constat, ayant un peu interrogé cette pratique, le constat c'est qu'il y a un grand nomadisme de la part des collaborateurs et bloquer des surfaces conséquentes pour des bureaux individuels, pour des patrons qui sont très rarement là, est une aberration, notamment pour les collaborateurs qui, eux, sont là de façon systématique et qui disposeraient de surfaces moindres. Tirer au sort, je trouve ça drôlement... c'est pas très humain, mais... Ça assure, selon eux, un brassage et un bon mélange des équipes. Un autre exemple peut-être comparable a été l'aménagement réfléchi et réalisé dans un projet récent où la direction s'est dit on veut peut-être aller vers des choses plus flexibles, mais on n'est pas encore tout à fait certain. Faisons un plan qui va nous permettre d'aller dans tous les sens. On fait un certain nombre de locaux fermés et puis on va décider si finalement on en attribue certains aux managers ou pas. Et donc, quand on parlait de flexibilité, la flexibilité, c'est aussi de créer des choses qui peuvent être utilisées de différentes façons, soit au quotidien, soit en termes d'évolutivité pour l'entreprise. Ouais. Tout à fait d'accord. Oui, dire. Pareil, un exemple aussi d'un client qu'on a aménagé où alors les bureaux de direction, parce qu'il y a eu plusieurs directions par département, étaient restés ouverts. Donc quand le directeur est là, il a son poste de travail, il y a une table de réunion et quand lui n'est pas là, en fait, tout le monde a accès à son bureau pour pouvoir se réunir simplement. Donc même les bureaux aujourd'hui qui sont dits fermés sont des espaces communs partagés directement avec les collaborateurs. Et alors justement sur les espaces qui sont fermés et qui ne sont pas l'open space, qui peuvent être des espaces de détente, de restauration, c'est quoi votre conseil à vous ? C'est de dire, est-ce que j'ai forcément un espace pour téléphoner ? Qu'est-ce que je reviens sur mon entreprise là, qui fait qui a une trentaine de salariés. Qu'est-ce que vous conseillez chez Knight Frank comme espace en fait commun donc et fermé ? Alors, on essaye de maximiser les locaux qui permettent un usage mixte. On parle des lieux de restauration. De plus en plus, les lieux de restauration sont utilisés en dehors des heures de repas pour téléphoner, pour faire un point, pour faire une réunion. Alors bien sûr, hors considération de confidentialité. Et une autre tendance également est de ne plus réaliser de salles de réunion pour 10-15 personnes, sachant que la plupart du temps, il y a 3 à 4 personnes. Donc, on maximise les solutions de petites salles de réunion, petites bulles, et également l'usage de solutions mobiliers qui sont beaucoup plus flexibles en matière d'implantation,
qui offre des performances acoustiques particulières, notamment pour tout ce qui est moment de passage de coups de téléphone. Est-ce qu'on vous demande des espaces de détente, uniquement de détente, c'est-à-dire même sportifs? Ou est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit, de dire est-ce que dans les entreprises qui peuvent se l'offrir, bien sûr, il y a eu une tendance à un moment, je sais pas, une douche, etc. quand tu reviens du sport. Est-ce que ça existe encore ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça arrive, notamment dans les entreprises où il y a des convictions fortes sur notamment les bénéfices de la sieste. Ça existe, des entreprises qui croient à ça, d'autres moins. Mais la réalité quotidienne, c'est quand même la recherche de l'espace de détente qui va être davantage polyvalent, qui va effectivement pouvoir servir pour la détente, pour le repas et pour des échanges informels, voire qui va être, dans certains cas, le lieu à travers lequel on va rentrer dans l'entreprise, parce que c'est un des lieux où on peut, peut-être plus facilement que par d'autres, projeter une image, et notamment une image de convivialité. Donc la localisation de ce lieu de détente est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué, qui par le passé était souvent un local fermé au bout d'un couloir et qui maintenant va avoir tendance à être relativement central au sein des bureaux. Et cette image des baby-foot ou du billard qui prennent beaucoup de place, vous pensez que c'est de l'histoire ancienne? Qu'est-ce que vous voyez y dire Je ne sais pas si c'est de l'histoire ancienne. Je pense ça dépend des entreprises. Quand on pense start-up, automatiquement, on pense à un public assez jeune. Voilà, c'est un public assez jeune. Donc forcément, baby-foot, billard, table de ping-pong ou différents jeux arcade qu'on peut voir aussi dans certains bars et qui reproduisent chez eux. Aujourd'hui, dans la plupart des cas qu'on rencontre, et les entreprises plus classiques, les PME, on va plutôt privilégier un espace cafétéria qui va aussi servir d'espace détente qu'un espace jeu. Alors quand on a l'espace, quand on peut se le permettre et qu'on a un peu d'espace, bien évidemment un baby-foot peut toujours faire plaisir aux salariés. Par contre, voilà, nous on constate pas que c'est une évolution, que de plus en plus on nous le demande. Aujourd'hui, on a vraiment accès, si on a de l'espace, c'est un espace détente dit mixte, un peu comme je disais, qui peuvent servir aussi à d'autres choses, se réunir, faire un point ou aussi parfois, on peut appeler ça aussi un peu c'est les espaces à la place du village, quoi. Donc c'est là où on réunit les gens le soir pour faire un pot ou pour discuter. Mais voilà, les espaces plutôt jeux, pour nous, on ne rencontre pas beaucoup de demandes de ce type. Alors justement, aujourd'hui, vous nous avez un peu défini ce qui était souhaité. Moi, je voudrais que vous me parliez des coûts. Combien ça coûte? C'est quoi les ratios chez Knight Frank? Qu'est-ce qu'on estime quand on vous demande un budget? Adrien Portolo, vous pensez que ça coûte combien? C'est quoi la fourchette aujourd'hui? Alors attention, il faut bien définir ce dont on parle. Pour la partie travaux, et je précise bien uniquement la partie travaux, avec l'accompagnement d'un architecte et d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, les usages constatés pour une activité tertiaire de société de service sont de l'ordre de 400 à 600 euros du mètre carré. Après, bien entendu, selon le... Avec le mobilier? Non, sans le mobilier. Sans le mobilier, d'accord. Pour le mobilier, on va plus raisonner par personne que par mètre carré. Et on va plus être de l'ordre de 1500 euros par collaborateur, ce qui inclut le mobilier des espaces supports, comme les canapés, les poufs, le mobilier des salles de réunion. C'est l'usage constaté. Ça se loue maintenant, le mobilier? Ça peut se louer. Alors, tous les mobiliers ne se louent pas. On loue une cabine téléphonique, des choses assez pointues comme ça. En revanche, pour tout ce qui est assise, des produits qui se détériorent un peu dans le temps, non, ça se loue plus difficilement. Votre avis sur le coût, Anne de Colliers? Alors, je rejoins tout à fait les chiffres qui ont été donnés. Évidemment, ça va être extrêmement variable selon le type d'immeuble dans lequel on se trouve. L'haussmannien et un plateau neuf, ça ne va pas être exactement la même chose. À nouveau, le start-up et le cabinet d'avocats, ça ne va pas forcément être la même chose. Selon qu'il y a des besoins techniques en CVC ou autre, enfin en ventilation, climatisation, on va avoir des impacts coûts quand même importants. Mais la fourchette qui a été citée, entre 400 et 600, c'est vraiment ce qu'on constate également, et 1500 euros à peu près, entre 1300 et 1600 du poste pour le mobilier. Ce sont effectivement les grands classiques. Idir Alouache, là vous êtes d'accord avec ces chiffres ou on peut faire moins cher? Si je veux faire, j'ai un petit budget, je veux faire quoi? Je ne peux pas notamment contredire les chiffres. Ouais. On rejoint à peu près la moyenne. Alors nous, comme on a en interne la partie conception, on est un petit peu moins cher, on n'a pas de maîtrise d'œuvre à prévoir aussi, on le fait directement en interne en tant que contractant. Donc aujourd'hui, nous, on a statué on a une moyenne qui est plutôt autour des 400-500 du mètre carré. J'ai joué le jeu en essayant de voir
avec le mobilier. Tout dépend aussi des types d'aménagement, mais on avait une moyenne à 600, 700 Par poste. Du mètre carré. Du mètre carré. Du mètre carré. Pardon. Mobilier compris. Ouais, Donc là, on a fait une 600, moyenne. Voilà, c'est une moyenne D'accord. qu'on a fait sur différents projets qu'on a réalisés courant de l'année 2009. 600, 700 mètres carrés. Écoutez, merci à tous pour tous ces chiffres, toutes ces informations donc sur un aménagement de travail réussi et les conseils que vous nous avez donnés. Et je vous dis à bientôt. Bureaux locaux, le MAG, le décryptage de l'immobilier d'entreprise, une émission à écouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Imo.